Pourquoi investir? C'est les premières questions à répondre. Beaucoup de gens ne passent pas à l'action tout simplement parce qu'ils n'y mettent aucun sens. C'est presque une question basique, mais avant de répondre au comment ou au quoi, il faut répondre au pourquoi. Et l'intention du livre, c'est un peu ça, c'est d'essayer de mettre du sens à ça, c'est de donner une vision globale, de mettre du sens à pourquoi investir, et à partir de là, de se rendre compte que on a une carte globale du monde de la finance. Guillaume Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Alors Guillaume, je vais commencer par une anecdote, puisqu'en fait on va parler d'un livre, ce livre, le guide visuel d'éducation financière. Les éditions Duno me l'ont envoyé début de semaine dernière, voilà, parce que j'avais un petit peu de mal à l'obtenir. Et je le reçois un matin avant d'aller animer un cours, parce que je suis enseignant. Je prends l'enveloppe avec moi, dans le train, je regarde, bon voilà. Et arrivé en cours, alors je précise que c'est un cours qui est dirigé pour des BFA, des banques finance assurance 3e année, et des masters en gestion de patrimoine 2e année. Bon. Et je pose le livre sur ma table, comme ça, à un moment donné, voilà, pendant le cours, je l'avais posé dans un coin. Et alors là, ah mais monsieur, vous avez le livre de Guillaume Simonin. Et c'était très drôle parce que j'avais l'impression d'avoir amené, je sais pas moi, le dernier best-seller, etc. Alors évidemment, ils sont un petit peu spécialisés dans tout ça, ça les intéresse. Et c'était assez drôle parce que Guillaume Simonin, ils connaissent, hein, voilà, déjà, ils connaissaient les fiches, etc. Le livre, il est passé dans toute la classe de main en main, il a été regardé. Il y en a qui ont passé commande et tout. Enfin, il y avait vraiment un engouement et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, Guillaume, une célébrité. Eh ben merci, quelle présentation. Alors, avant de parler du livre, moi j'ai une question plus générale, mais qui va nous amener à parler du livre. C'est quoi aujourd'hui le niveau de connaissance de la finance auprès du grand public en France ? Ouais, c'est une question qui peut apporter plusieurs réponses en fait. La première réponse, c'est celle des statistiques, hein. Notamment l'étude de la Banque de France qui sort chaque année, qui pose des questions au grand public et qui dit comment est-ce que vous considérez votre niveau en connaissance financière. Et on va dire que c'est assez faible, hein, parce que j'ai pas la stat en tête, on pourrait la retrouver. On n'est pas loin de 2/3 ou 3/4 de la population qui juge ses connaissances financières insuffisantes. En tout cas, insuffisante pour passer à l'action. Et voilà, ça reste subjectif parce que c'est chacun qui le pose comme ça. Mais on le constate aussi que c'est la réalité. En France, il y a une éducation financière qui est absente de nos parcours scolaires. Elle est absente du début de nos vies actives. Au final, on s'y confronte par le fait qu'on va peut-être commencer à gagner un petit peu d'argent, qu'on va se poser des questions sur son avenir. Voilà. Alors, en fait, c'est en marchant sur le chemin de la vie qu'à un moment, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais, soit de l'argent que j'ai sur mon compte, soit de la capacité d'épargne suffisante que j'ai, ou qu'est-ce que je fais pour ma retraite, parce que je comprends bien que ça va être compliqué si je vois les réformes successives. Donc, cette réponse à cette question, le niveau en France, d'un point de vue statistique, on est dans la moyenne de l'OCDE. Il y a une étude aussi qui sort. Donc, on n'est pas complètement à l'ouest, mais on n'est pas non plus dans les premiers. Est-ce qu'il faut se contenter de ne pas être à l'ouest ? Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, il faut qu'en France, on se gaine un petit peu plus sur cette éducation financière parce qu'il y a des véritables enjeux. Et ces enjeux, ils sont politiques, hein. On les entend. Je parlais de la réforme des retraites, mais c'est aussi l'inflation. Si on devait citer que 2 sujets, c'est cela, hein. C'est l'inflation, le fait que tant qu'on ne place pas notre épargne au niveau de l'inflation, eh ben, notre épargne fond comme neige au soleil. Et puis le sujet des retraites avec notre régime particulier par répartition, où voilà, on est sur quand même quelque chose qui est complexe avec des réformes successives et on est en droit de se poser des questions quand on est dans les générations actives, où aujourd'hui voilà, on cotise. Eh ben, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans ? Quel va être notre niveau de retraite ? On en aura une. C'est pas la question de ce qu'on en aura ou pas, c'est plutôt la question du montant. Oui. Et en ça, c'est, je pense, extrêmement important de se poser les vraies questions.
Tout à fait. Moi, c'est pareil, hein, j'ai le même constat presque d'inquiétude parfois sur le niveau d'éducation financière en France. Moi, je donne deux exemples. Ce qu'on lit parfois au quotidien sur les réseaux sociaux, où je tombe régulièrement à la renverse de commentaires qui sont vraiment à côté de la plaque, il faut le dire franchement. Et pire encore, nous avons parfois des élus, des députés, et pourtant je suis pas quelqu'un qui tape sur les élus, je trouve que c'est un sport qui est trop facile, mais quand j'entends assez couramment qu'on confonde capital et revenu dans les discussions sur comment il faut imposer les uns et les autres, bah, c'est pareil, il y a du mal de fait et en fin de compte ça crée une confusion générale qui, je pense, n'aide pas à prendre les bonnes décisions et n'aide pas le citoyen non plus à s'y retrouver dans tout ça. Et puis, je cite un troisième exemple pour la route. Quand j'ai entendu, il y a 2 jours, un parti politique, bon, peu importe lequel, qui préconisait la nationalisation ou la prise de participation de l'État dans un grand labo pharmaceutique un petit peu au centre. Bon, bah, pareil, les bras m'en tombent parce qu'on entend des choses à ce moment-là qui sont assez hallucinantes. Bon. Alors, est-ce que c'est cette pauvreté d'éducation financière, est-ce que c'est ça qui a motivé le livre? Et avant peut-être de parler du livre, on va peut-être, parce que Duno, qui communique très très bien, hein, il faut reconnaître, dit par le créateur des feuilles volantes, qui a séduit plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameuses feuilles volantes? Ben, bonne question. C'est un peu la genèse de tout pour moi, hein, effectivement. C'est les feuilles volantes, c'est un support très simple en fait, un format 1 par 1, carré, qui vient prendre un concept financier avec pour ambition de le rendre accessible par l'image, par de la pédagogie, ce que j'appelle aujourd'hui de la pédagogie visuelle. Comme un article de blog utilise le texte pour exprimer et en fait faire passer un message et un raisonnement, ben nous on utilise le visuel, l'image, des concepts visuels pour transmettre une information et force est de constater que ça plaît parce que ça vient cristalliser des connaissances, hein. On a tous des styles d'apprentissage différents, plus de 2/3 de la population serait beaucoup plus sur le visuel. Ben, le visuel a le mérite d'accrocher quelque chose. Donc la feuille volante, c'est vraiment un support qui a la volonté de décrypter de manière simple, pédagogique et ludique un concept en économie, finance ou investissement. D'accord. Donc en fait, on est parti pendant. Ça a duré combien de temps cette idée de diffuser une information financière sous cette forme? Ça a démarré quand et ça, en fait, c'est né encore d'ailleurs. Oui, ça existe, ça existe encore, hein. Aujourd'hui, c'est le cœur de mon activité. En fait, ça, c'est né en fait progressivement, comme beaucoup de choses. Des fois, des concepts qui naissent, ils naissent un peu par hasard. Et là, pour le coup, moi, je suis un ancien conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, je ne le suis plus. J'ai cédé mon cabinet, mais j'ai créé un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en 2017, assez traditionnel, hein. Donc, j'ai accompagné des investisseurs. J'ai aussi formé d'autres conseillers à se former à ce métier-là. Et j'utilisais, alors j'avais pas de feuille volante à l'époque, hein, j'aurais rêvé d'en avoir, mais j'en avais pas. Mais j'utilisais à l'époque beaucoup le visuel, comme beaucoup font, comme certains disent même à l'ancienne, hein, beaucoup d'anciens CGP, pour expliquer une solution. Bah, ils prenaient tout simplement une feuille, voilà. Et oui. Ils prenaient vraiment pour le coup une feuille blanche, une feuille volante, un stylo, et ils expliquaient une solution. Et c'était une manière de transmettre l'information, une manière très qualitative, très persuasive, parce qu'en suivant un cheminement de pensée qui est écrit en même temps que la parole, ça vient cristalliser des connaissances. Donc moi, j'ai rien réinventé, hein. Tout à fait. Je me permets juste de te couper parce que c'est vrai que cette bonne vieille méthode qui consiste à prendre une feuille de papier et un crayon pour suivre un cheminement pédagogique face à un client notamment, ben, tu vois, aujourd'hui en 2024, moi je suis quasiment obligé de me battre parfois avec mes étudiants en leur disant mais quand on fait des jeux de rôle, etc. Mais prenez une bonne vieille feuille de papier et un crayon pour m'expliquer quelque chose. Votre message passera sans doute mieux que quand vous êtes planqué derrière votre ordinateur à essayer de faire passer un message. Mais c'est plus difficile, je trouve, dans les générations les plus jeunes, d'utiliser ce concept qui est d'un basique assez... C'est un basique, mais je pense que c'est qu'en fait, il permet d'avoir même pour nous, on peut avoir compris quelque chose en tant qu'expert, mais ça ne veut pas dire qu'on va savoir l'expliquer.
Ah, C'est pour moi deux compétences différentes. Ah, tout à fait. On dit souvent d'ailleurs, si on polarise un peu le sujet, on dit souvent d'ailleurs que les plus grands experts sont les moins bons pédagogues. Et il y a quelque chose de vrai quand même là-dedans, même si c'est pas vrai tout le temps. Il y a de très bons experts qui sont de très bons pédagogues, et en général ceux-là, on les voit, on les suit. Il y a vraiment quelque chose à comprendre, c'est que oui, on a appris des choses, on est expert sur un sujet. Mais la clé, c'est de pouvoir le transmettre, particulièrement dans des métiers de conseil, où en fait, on est là pour accompagner quelqu'un à comprendre, accompagner à mettre du sens à ce qu'il fait, accompagner à structurer son avenir. Bon, si je parle du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Donc c'est vrai que moi, à l'époque, j'utilisais beaucoup ça. Au départ, pas du tout. Et puis progressivement, j'ai commencé à l'utiliser, et j'avais des clients qui repartaient concrètement, c'était le compte-rendu de rendez-vous. Voilà. Ils repartaient avec ça. Et ils étaient capables de l'expliquer. Alors c'était, quand on le voyait comme ça, parfaitement illisible, mais eux, vu qu'ils avaient suivi le cheminement de pensée, ils étaient capables de reprendre la feuille et de l'expliquer à leur compagne ou à leur compagnon qui n'avaient pas pu participer au rendez-vous, d'expliquer la solution. Et donc, on va dire, ça a germé dans ma tête progressivement. C'est quelque chose que j'ai fait de plus en plus dans mon cabinet. J'avais une approche extrêmement éducative, parce que mon constat, c'était... J'avais pas besoin de vendre des solutions ou de convaincre, j'avais juste besoin d'expliquer. Voilà. Très bien. J'avais juste besoin d'apporter de la compréhension pour qu'ils puissent passer à l'action. Alors, j'ai une question extrêmement pratique, mais on voit que dans le livre, évidemment, alors je mettrai au fur et à mesure des copies d'écran pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, je le dis d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Notre enregistrement, il est à la fois diffusé en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, etc., évidemment en version purement audio, mais il est disponible aussi sur YouTube en vidéo. Et là, effectivement, il y a une image qui accompagne le son. Par exemple, voilà, je prends cette page, bon, voilà, j'aurais pu en prendre d'autres, mais cette page qui est un classique de ce qu'on va retrouver dans le livre. Et moi, j'avais une question toute bête. C'est toi qui dessines, ou tu fais faire, ou tu as une compétence particulière pour faire ces petits dessins, voilà. Concrètement, comment tu as élaboré tout ça ? Donc on dessine tout. Hein. En fait, les feuilles volantes, on va dire, c'est la version un peu plus professionnelle des schémas que je faisais quand j'étais conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. Et en fait, pour la genèse des feuilles volantes et pour la petite histoire, le jour où je décide de céder mon cabinet, c'est parce que j'ai la vraie volonté de me dire, en fait, ce que je veux, mon talent et ce qui me fait le plus vibrer, c'est de faire de l'éducation financière, c'est de rendre accessible la connaissance. Et donc, à partir de là, je cède mon cabinet qui fonctionnait très bien, mais je repars d'une page blanche, j'ai envie de faire ça, c'est ça qui me fait vibrer. Et je vais commencer à poster sur les réseaux sociaux, et je vais créer une newsletter. Et à partir de là, je vais pouvoir exprimer tout ça et je vais pouvoir éduquer les gens. Sans modèle économique très clair au départ, mais je pars vraiment de cette intention-là. Il se passe 3 mois où je publie beaucoup de contenu sur LinkedIn. C'était le seul réseau sur lequel je me sentais à l'aise de partager. Et tout de suite ne vient pas ces schémas-là. Je les ai pas. Je fais du texte. Enfin, je fais ce qui existe en fait sur LinkedIn. Et puis, force est de constater que ça fonctionne pas. En tout cas, pas à hauteur que j'imaginais. Et de fil en aiguille vient en fait le sujet du visuel, et il a été rendu possible par un outil que j'utilise qui s'appelle Excalibro, qui est un outil open source. Tout à fait. Et qui permet en fait de faire très simplement avec 8 boutons ces visuels-là. Donc pour te répondre, ces visuels-là, on les crée nous-mêmes. D'accord. On les crée, c'est 100% maison. On est une équipe. Hein, je suis plus tout seul. Plus tout seul maintenant. Mais on les crée nous-mêmes. Mais par contre, on a vraiment un processus de création, parce que c'est pas simplement une illustration qui vient appuyer un propos. C'est le message est transmis par le visuel. Donc on a inventé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, on a inventé une méthode de pédagogie visuelle où aujourd'hui, à partir d'un sujet, on a tout un process en fait, pour pouvoir créer une feuille volante à partir d'une intention et d'un sujet, et on structure nos feuilles volantes par hiérarchie, par niveau. L'objectif étant de presque construire un second cerveau financier et d'avoir des supports pédagogiques immédiatement disponibles tout le temps. Parce que c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais le monde de la finance, il est large, il est complexe. C'est difficile de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout stocker dans sa tête, d'autant plus que chaque année, ça change, les projets de loi finance, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir un cerveau sur lequel on puisse s'appuyer
comme si chaque feuille volante ressemblait à un neurone et que tous les neurones étaient connectés entre eux et qu'ensemble, ça créait ce second cerveau financier immédiatement disponible, immédiatement accessible. Et c'est ça qu'on est en train de créer. Aujourd'hui, c'est le cœur de notre business. Très bien. Moi, je me rends compte d'une chose, c'est qu'au fil des années, les étudiants ou mes stagiaires me disent ouais, est-ce que vous n'avez pas un livre à nous conseiller sur les basiques de la gestion de patrimoine ou de la finance? Et moi, très souvent, je séchais parce que je leur disais si, je pourrais éventuellement vous conseiller tel ou tel livre, mais que je trouve trop aride, trop complet en fait sur les choses. Et pour quelqu'un voilà qui approche tout ça, ben, ça risque plus de le rebuter en fin de compte que lui donner envie d'aller plus loin. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le livre la semaine dernière, je me suis dit ah mais voilà, là c'est clairement ça apporte de l'eau à mon moulin quand il va s'agir effectivement de proposer, de suggérer un support. Alors d'où ma question, est-ce qu'on s'adresse aux parfaits débutants, on va dire, à la catégorie intermédiaire qui maîtrise un petit peu et puis qui veut en savoir davantage? Est-ce qu'on s'adresse encore, quand même, avec ce genre de livre, à quelqu'un qui maîtrise vraiment la finance de A à Z? Comment tu as situé? Je suppose que tu as dû définir un cœur de cible, quand même, pour... oui, au départ, il y a une vraie intention. En fait, il y a l'intention initiale et il y a ce que je constate. Et c'est en fait deux choses différentes. Et en lien avec ton anecdote, ça va être intéressant que je te partage ça. Mais l'intention initiale, c'est vraiment de faire un livre pour le... Il y a quand même une double intention. Mais l'intention cœur, c'est de faire un livre pour le néophyte. C'est-à-dire quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser au monde de la finance. Mais comme tu dis, la marche est trop haute. Tous les livres, tous les supports, c'est très textuel, c'est très complexe de mettre un pied dedans. On n'a pas une vision globale de comment ça fonctionne. Donc, en général, notre chemin dans le monde de la finance, on démarre par un truc très spécifique, puis on constate qu'après, c'est un peu plus grand et qu'en fait, il faut monter la montagne pour avoir une plus grande vue. Donc, l'intention du livre, c'était justement, avec le visuel, avec ces feuilles volantes, de donner une map, une vision globale du monde de la finance personnelle, à destination des néophytes et investisseurs particuliers qui voudraient mettre un pied dedans. Donc le livre, il a été construit comme ça, avec une grande partie, on va dire, où je passe quand même un petit temps sur le monde de la finance au début. Puis qu'est-ce que c'est en fait ce monde de la finance globalement? Et ensuite, on descend assez rapidement sur des principes d'éducation financière pour aller après dans les enveloppes fiscales, les assurances vie, PER, etc., les classes d'actifs. Et ensuite, aller un petit peu sur de la stratégie. Comment je vais construire ça, voilà. Mais ça se veut un livre, on va dire, qui donne une vision globale et qui permet après d'approfondir certains sujets. Donc au départ, c'est pour le néophyte, mais il y avait quand même une intention derrière que j'ai constaté par ce que je publiais aussi sur les réseaux, où c'était beaucoup repris par des professionnels de la finance, des intermédiaires de la finance, qui voyaient en ça en fait des choses qu'ils connaissaient, mais une information traitée de manière différente qu'ils l'avaient reçue. Et ils trouvent ça extrêmement intéressant et ils l'utilisent plus comme support pour pouvoir eux-mêmes transmettre. Donc au départ, l'intention, c'est ça. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que le livre, il est beaucoup se le procure, c'est beaucoup d'intermédiaires de la finance, d'étudiants. Comme tu dis dans cette anecdote, c'est pas la seule. J'ai eu des photos de BTS, j'ai eu plein de messages de conseillers bancaires, etc. Donc je me dis, est-ce que le livre serait un peu différent si je m'adressais à cette population-là? Probablement que oui. Probablement que je le traiterais de manière un petit peu différente, qu'il y aurait d'autres feuilles volantes, qu'il y aurait d'autres choses peut-être un peu plus spécifiques. Donc voilà, c'est une graine qui est semée et qui peut-être germera un jour dans ma tête. Si demain on devait faire un support pour ces gens-là, pour ces gens qui sont dans le monde de la finance et qui ont vocation à avoir une carrière, à en faire un métier, etc., je pense que le livre serait un peu différent. D'accord. Ouais. Alors, tu vois, moi je trouve qu'il y a une grande vertu au livre. Le livre est bourré de vertus, mais il y en a une que j'apprécie, c'est que, bon, moi j'ai une spécialité qui est plutôt celle de l'immobilier. C'est vrai que je rencontre régulièrement des professionnels de l'immobilier, des investisseurs, etc. Et je suis parfois étonné qu'il y a des fonctionnements extrêmement cloisonnés. C'est-à-dire que l'investisseur immobilier, bon ok, il maîtrise bien l'immobilier, les mécanismes fiscaux, quoique parfois il y aura un peu à redire, mais enfin bon, passons. Et sorti de là, sur d'autres univers du placement,
il est un peu léger quand même. Et je trouve que l'intérêt du livre, c'est de dire, attendez, les gars, ouais, vous êtes dans un domaine, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si tu l'as créé aussi dans cet objectif de décloisonner un petit peu les choses, qui, je trouve, est une plaie, ce cloisonnement. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, dans le monde de la finance, on y rentre par un endroit où on a l'impression d'avoir le plus d'intérêt. Pour certains, c'est l'immobilier, pour d'autres, c'est la bourse. Oui, et au final, on peut vite devenir un expert de ce sujet, se renseigner là-dessus et oublier tout le reste. L'objectif du livre, c'était d'avoir une approche. Je suis un ancien conseiller en gestion de patrimoine. Donc l'approche du conseil en gestion de patrimoine, elle est beaucoup plus orientée sur les projets, pour après descendre sur les solutions. En France, c'est vrai qu'on a l'habitude, en France, ou même c'est un peu la nature humaine, c'est d'aller très vite vers le comment. C'est comment investir en bourse, comment investir dans l'immobilier, avec des raccourcis très vite, c'est comment devenir riche et indépendant financièrement. Bon, beaucoup de formateurs ou d'infopreneurs surfent là-dessus. Pas du tout mon approche. De dire plutôt, il faut réfléchir par une approche projet et remettre du sens à l'argent et à ses finances. Pourquoi s'occuper de ses finances? Pourquoi investir? C'est les premières questions à répondre. Beaucoup de gens ne passent pas à l'action, tout simplement parce qu'ils n'y mettent aucun sens. C'est presque une question basique, mais avant de répondre au comment ou au quoi, il faut répondre au pourquoi. Et l'intention du livre, c'est un peu ça, c'est d'essayer de mettre du sens à ça, c'est de donner une vision globale, de mettre du sens à pourquoi investir, et à partir de là, de se rendre compte que on a une carte globale du monde de la finance. Il y a l'immobilier ici, il y a la bourse ici, il y a le private equity, il y a les cryptos, il y a plein de choses là-dedans. L'intérêt d'avoir une carte globale, c'est que je peux aller me balader après où est-ce que je veux. Je peux aller explorer. Peut-être que la bourse, c'est pas pour moi et pourquoi pas. Peut-être que l'immobilier, c'est pas pour moi et pourquoi pas. Mais est-ce que cette décision ou est-ce que ce choix, je le prends de manière éclairée et en toute connaissance de cause? Non. En général, je prends des choix par défaut et par ignorance. Donc en fait, on fait de l'éducation financière pour combattre l'ignorance financière. C'est la réponse à l'ignorance financière et d'être éclairé, d'avoir une vision globale, de voir comment ça fonctionne, en tout cas les grands mécanismes, permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées et beaucoup moins obtues. Ouais. Et j'entends quelque chose qui, moi, me fait énormément plaisir, c'est-à-dire tu remets le projet au cœur de la démarche et au cœur de la réflexion. C'est la clé. Pour moi, c'est vraiment la clé. Non, c'est pas toujours le cas, mais en fait, c'est comme beaucoup de choses dans l'investissement. Et moi, c'était mon cas à l'époque, donc je vais pas jeter la pierre, mais j'y ai rentré pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, j'avais de l'argent, c'était comment devenir plus riche, comment avoir beaucoup plus d'argent plus rapidement. Donc, en fait, c'est une porte d'entrée. C'est la lumière qu'on voit, c'est une porte d'entrée. Et par contre, on y reste très souvent pour les bonnes raisons. Et donc, bon, c'est la porte d'entrée, il n'y a pas de problème, mais à un moment, il y a des questions à se poser par rapport à ça pour ensuite y rester pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est quand même s'assurer un avenir financier un peu plus serein. Voilà, c'est remettre l'argent sur ce qu'elle est. C'est un outil. La monnaie, c'est un outil. Et c'est de comprendre comment fonctionne cet outil pour le mettre au service de ses projets de vie, quels qu'ils soient, que ce soit long terme ou que ce soit court terme. Moi, aujourd'hui, j'ai pu entreprendre parce que j'ai eu une gestion financière quand j'étais salarié qui était saine et qui m'a permis d'entreprendre, qui m'a permis de prendre du risque, qui m'a permis d'investir. Ça, en soi, j'ai utilisé des ressources pour me permettre de vivre ce que je vis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je retrouve beaucoup de satisfaction à mon projet de vie, pas à l'argent que j'ai stocké avant, qui n'est qu'un outil. Très bien. Puisque tu as écrit un livre en partant de ce constat qu'il y avait une lacune concernant l'éducation financière d'une grande partie de nos concitoyens, du fait de ton passé en gestion de patrimoine, quelles sont, toi, les plus grosses erreurs que tu as pu constater qui étaient en fait la conséquence de cette lacune de connaissances dans le domaine financier? Est-ce que tu as vu parfois des archétypes d'erreurs qui étaient souvent commises par des gens qui, malheureusement, ne savaient pas tout et avaient des connaissances lacunaires? Oui, moi, la première qui est une erreur, mais qui est une erreur subie, je ne sais même pas si on peut l'appeler une erreur, mais le premier sujet lié à l'ignorance financière, c'est le fait de procrastiner. C'est le fait de ne pas s'occuper de ses finances et de ne pas agir. Et concrètement, on le voit très bien si on regarde l'épargne financière des Français. Aujourd'hui, il y a plus de 6 000 milliards d'épargne financière, 6 000 milliards d'euros d'épargne financière des Français. C'est le stock d'épargne financière des Français.
Pour donner un ordre de grandeur, le PIB est aux alentours de 3 000 milliards et le niveau de la dette un petit peu au-dessus. Donc on pourrait rembourser la dette française avec la moitié de l'épargne financière des Français. C'est juste pour donner les ordres de grandeur, ça n'arrivera jamais, je l'espère. Non. Mais il y a 6 000 milliards et il y a plus de 50% de ces 6 000 milliards qui sont sur des comptes courants, des livrets bancaires ou sur des fonds en euros en assurance vie, qui sont des placements 100% sécurisés, qui ont une vertu d'être 100% sécurisés. Mais le corollaire de ça, c'est qu'elles ont un rendement insuffisant, soit pour battre l'inflation, soit pour préparer son avenir. Donc, pour moi, c'est la plus grosse erreur, c'est de ne pas s'en occuper. L'ignorance financière amène en fait le fait intrinsèquement, de ne pas s'occuper de ses finances, de ne pas se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est inconscient. C'est un problème inconscient. On est inconsciemment incompétent. Donc, la première chose à faire, c'est d'arriver à faire prendre conscience qu'on est incompétent, pour qu'après, on puisse apporter de l'éducation financière. Est-ce que tu es en train de nous dire que quelque part, une des premières tâches du professionnel, c'est de faire passer à l'action son client? C'est la première, c'est presque que, quoi qu'il fasse, c'est ouvrir une assurance vie à 50 € par mois, ou contacter sa banque pour savoir quelle est sa capacité d'emprunt. Enfin, peu importe, pour moi, la clé est toujours le passage à l'action. Parce qu'en fait, il faut imaginer l'individu, il est dans son ignorance. Et moi, je suis ignorant de plein de sujets. Je ne suis pas en train de dire vous êtes ignorant, c'est mal. Moi, je suis ignorant de plein de sujets. Je suis moins ignorant financièrement, mais il y a plein de sujets où je suis ignorant. Et en fait, c'est le propre. Mais c'est le propre. Là, c'est presque du développement personnel. C'est juste d'être toujours dans une posture d'élève. Moi, j'essaie autant que faire se peut d'être toujours dans une posture d'élève. Je sais que je ne sais pas plein de choses. Et à partir de là, n'importe quelle rencontre peut me permettre de m'instruire sur un sujet dont j'ignore complètement. La clé dans le processus d'apprentissage, c'est de passer d'une incompétence inconsciente à une incompétence consciente. Parce qu'il n'y a que quand je suis conscient que je suis incompétent d'un sujet que je peux prendre des actions pour pouvoir me rendre un peu plus compétent. Donc ça, c'est le premier sujet. Et pour moi, le rôle d'un professionnel, d'un conseiller bancaire, d'un conseiller en gestion de patrimoine, enfin tous les intermédiaires financiers qui peuvent agir sur toutes les solutions de placement ou autres, c'est de faire toucher ça par un accompagnement ou par une rencontre ou par un message. Pour moi, c'est des vrais acteurs de terrain. C'est pour ça qu'ils sont essentiels, particulièrement en France, où ce sujet de l'argent, il reste en tabou, même s'il est de moins en moins, il reste tabou. C'est de pouvoir le mettre sur la table et de faire dire... Il est important de t'éduquer financièrement parce que sinon, voilà ce que tu ne vois pas, voilà ce que tu ne vois pas, voilà ce que tu ne vois pas, et voici les conséquences de ce que tu ne vois pas. Et à partir de là, comment je peux t'aider ? Petite question avant qu'on en arrive à la conclusion de cet échange. Est-ce qu'un livre de ce type, il est prévu d'ores et déjà des réactualisations, des rééditions dans les mois qui viennent, l'année prochaine, par exemple, de manière à avoir une récurrence, parce qu'on sait très bien qu'il y a déjà des informations, on sait qu'elles vont changer. Je pense notamment à des taux de rémunération de certains livrets. Vraiment, on sait qu'ils vont changer au 1er janvier. Ou est-ce que tu as envisagé un mode de réactualisation en ligne par l'intermédiaire on pourrait peut-être dire quelques mots aussi de ta plateforme d'éducation financière pour le grand public, Wizify ou Wizifish. Alors, je ne sais pas comment on prononce. Wizify, parfait. Wizify, très bien. Bon. Comment elle va se passer, cette actualisation évidemment nécessaire des informations ? Oui, on en a déjà parlé avec l'éditeur sur le livre. Ouais. Il y aura nécessairement, parce que le sujet s'y prête, comme tu dis, et parce que aussi nécessairement... il y a deux choses. Il y a l'actualité qui fait qu'il y a des taux à réactualiser, etc. Même s'il a quand même... je parle de taux nécessairement parce qu'on est quand même dans le monde de la finance. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, je le stipule et ça se veut un livre evergreen, comme on dit. Ça se veut quelque chose... La philosophie du livre ne va pas évoluer. En revanche, pouvoir ajouter des choses en lien avec les feedbacks que j'ai eus, rajouter des choses, remettre à jour, oui. Je ne sais pas si on le fera tous les ans. Mais en tout cas, on en avait parlé plus à l'oral, tous les 2 ans, de pouvoir mettre à jour le bouquin et de le rééditer, rajouter des choses progressivement. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, je confirme, on peut presque même dire que 98% du contenu du livre n'a pas besoin d'une réactualisation mensuelle. On a quand même une durée vraiment de vie. Un livre d'éducation financière qui sort un peu de l'actualité. Après, effectivement, quand on parle du livret A, je dis qu'aujourd'hui, il est à 3%. Étant donné qu'il est réévalué tous les 6 mois, ça aura peut-être bougé dans quelques années en fonction des taux d'intérêt. Alors, cette plateforme Wizify, qu'est-ce que c'est ?
Alors qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, nous, on travaille de plusieurs manières. Donc on a un média qui est mon profil LinkedIn où je publie régulièrement des choses, mais on a aussi une newsletter avec 37 000 personnes où on envoie des éditions régulièrement, on les éduque financièrement. Voilà, c'est vraiment une newsletter pour doper leur culture financière. Après, on travaille beaucoup avec des institutionnels, des grandes banques. À peu près toutes les grandes banques françaises qu'on connaît qui ont pignon sur rue. On travaille vraiment sur des contenus pédagogiques ou sur des stratégies d'éducation financière. C'est quelque chose auquel les institutionnels sont de plus en plus sensibles parce qu'ils voient que les comportements évoluent et donc, même si c'est des grosses machines, ça ne va pas bouger du jour au lendemain. Il y a moins d'agilité que dans des petites structures, mais c'est quelque chose qu'ils veulent diffuser beaucoup plus largement dans toutes les strates de leur organisation. Donc on travaille avec eux à ce niveau-là. Et puis, on a une application dédiée aux intermédiaires de la finance, particulièrement aux conseillers en gestion de patrimoine, mais de plus en plus, on s'ouvre, où en fait, toutes les feuilles volantes qu'on crée, toutes nos fiches pédagogiques, on leur permet de les retrouver dans un second cerveau financier, justement, dans une application intuitive, avec la possibilité de les personnaliser, les mettre à sa marque, parce que quand on est avec un client, c'est important que ça parte de soi. C'est important que le contenu pédagogique, c'est comme si c'est moi qui l'avais fait. Donc, on a une offre à destination de ces intermédiaires. Très bien. Eh bien, Guillaume, je te remercie infiniment d'avoir donné un peu de ton temps parce que je tenais vraiment à ce qu'on ait cet échange parce que je trouve ce livre vraiment remarquable. Et si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas. Donc vraiment, il faut courir acheter ce livre. C'est un incontournable. Pour moi, c'est un incontournable. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, Alec.